me reviennent, comme si c'était hier. C'est encore vivace au fond de ma mémoire. D'ailleurs, je sens mon cœur qui bat plus vite en repensant à cette surprise, à notre joie et à notre excitation. Nous étions à Kerguelen depuis plus de 10 mois seuls, et loin de tout. J'imagine les conditions difficiles. Octobre 1908. Nous étions venus avec le JB Charcot, un ketch de 48 tonneaux, 5000 francs tout de même. Nous voulions cartographier l'archipel des Kerguelen, mais nos moyens ont vite été engloutis et, en chassant les éléphants de mer, nous pouvions, à ce moment-là, faire de l'huile pour payer l'équipage et pour rentrer. Oui, l'huile était très prisée à l'époque pour l'industrie et pour l'éclairage. Les coulisses de la belle époque. Nous marchions silencieusement, en regardant devant nous, quand soudain, émus, incapables de prononcer la moindre parole, nous venions d'apercevoir un panache de fumée. Oh, ce n'était qu'une très fine volute, mais pour nous, qui étions exilés sur une île déserte depuis 10 mois déjà, et qui errions dans ce monde de solitude, eh bien cette fumée, elle nous apportait enfin un message de chaleur et de bonheur. Des nouveaux visages, nouvelles voix, nouveaux amis et des nouvelles du monde extérieur. Il s'agissait d'un navire, la Jeanne d'Arc, commandé par le capitaine Ring, un Norvégien comme tout son équipage, une centaine d'hommes venus établir une importante usine de fonte de graisse de baleine. Premier contact, première question. Y a-t-il beaucoup de baleines par ici ? Parce que nous n'en avons pas vu une. Ils étaient impatients de trouver le bon emplacement pour construire leur établissement. Des quantités ! Mais avez-vous du tabac à bord ? Leur avions-nous répondu. En plus, ils avaient un gramophone. Alors, nous avons pu jouer les derniers airs d'opéra. Et en très peu de temps, d'ailleurs, le carré de la Jeanne d'Arc était devenu un salon parisien. Et pour l'emplacement ? Ah oui, il était excellent. La plage était bonne, et il y avait un ruisseau d'eau douce, mais... Mais quoi ? je craignais qu'il n'y trouve pas de baleines. Il y en avait beaucoup, mais ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé leur base Port Jeanne d'Arc ? Oui, ce nom faisait référence au bateau de ravitaillement. Mais son nom était français en hommage à la France, comme pour les autres bateaux de harponnage d'ailleurs. L'Étoile, l'Éclair et l'Espoir. La France, en autorisant la chasse baleinière et phoquière, renforçait sa revendication sur ces îles australes. Ce sont les frères Bossière, armateurs au Havre, qui avaient obtenu du gouvernement en 1893 une concession d'exploitation des ressources des îles Kerguelen pour 50 ans. Ils avaient ensuite rétrocédé aux Norvégiens de Storm Bull & Co. le droit de chasser la baleine dans les eaux territoriales de l'archipel et les éléphants de mer sur la moitié des côtes. Cela dit, entre nous, on disait la station, tout simplement. Et comment s'est passée la construction de la station ? Ils étaient arrivés avec un matériel magnifique. Les baraques, les machines en pièces détachées, prêtes à être assemblées. Et en plus de l'équipage habituel, une foule d'artisans spécialisés, des menuisiers, des forgerons. Très rapidement, d'ailleurs, ils construisirent une rangée de bâtiments blancs en bois de fort belle facture. C'est vrai qu'en regardant les éléments des 2 grands tanks près des chaudières, on voit des marques qui devaient guider l'assemblage des éléments. Oui, M. Elefsen, le directeur de l'usine, était un homme efficace et généreux. Il ne savait pas quoi faire pour nous être agréables, mais jusqu'à la prodigalité. Au départ, ils étaient 129, des Norvégiens pour l'essentiel, mais aussi, il y avait 11 Européens scandinaves et 23 Africains zoulous qui venaient de Durban, en Afrique du Sud. Donc ça fait du monde à loger. Les espaces de vie au fond, le logement du directeur. Qui servait aussi d'infirmerie. Et plus tard, ces bâtiments seront repeints à la norvégienne, en rouge brique. Oui, cette peinture existera encore à la fin du XXe siècle. On s'en servira pour reconstituer les bâtiments en bois. Mais il y a aussi d'autres structures. Oui, un plan de dépeçage, une cuisine à panicule et une usine de guano avec un entrepôt, une forge, un atelier mécanique, une menuiserie.
une chaufferie près des cuisines, 2 réserves, une pour les provisions avec une tonnellerie et une pour les matériaux. Dans tous les logements ouvriers, il y avait une petite cuisine avec une salle à manger adjacente. Et dans la villa du gérant, en plus des espaces administratifs et du logement, il y avait une petite boulangerie. Il y avait aussi, mais beaucoup plus loin, une porcherie et une bergerie. Plus loin encore des bâtiments, une poudrière. À la mi-octobre 1909, un an à peine après notre prise de contact, Port Jeanne d'Arc était entièrement opérationnel sur 6 hectares. Beaucoup de métiers et d'activités différentes apparemment. Oui, c'était très hiérarchisé. Le gérant coordonnait 4 divisions. Il y avait la pêche, le transport, les accessoires et la production. Et à la tête de chacune, il y avait un adjoint spécialiste dans son domaine. Bon, théoriquement, le gérant décidait de la stratégie avec eux, mais sur le terrain, tant que les baleines étaient attrapées et que les phoques étaient tués, il n'y avait aucun problème. Après venaient les contremaîtres ? Oui, et au plus bas de la hiérarchie, il y avait les ouvriers africains voués uniquement aux tâches d'exécution. Et 2 autres agents aussi, des mineurs qui devaient avoir 16-17 ans. Bien entendu, l'échelle des salaires mensuels correspondait au niveau de leur grade, et elle variait de 25-30 couronnes à peu près à 400 environ pour le gérant. Malgré tout, avec les primes, les baleiniers étaient mieux payés que la plupart des ouvriers norvégiens. Et votre scepticisme pour la chasse à la baleine ? À vérifier. À Kerguelen, on ne trouve pas de baleine franche qui flotte lorsqu'elle est morte. On trouve des baleines à bosse, le rorqual et puis la baleine bleue. Donc, la baleine tuée, il fallait gonfler son corps avec une lance creuse et un compresseur d'air pour qu'il flotte, et ensuite le tracter. La première année d'exploitation, ils ont tué 223 baleines. Ah, j'avais bien vu que dans une baie, il y avait des baleines si nombreuses que la mer en était noire, et puis l'air plein de l'eau vaporisée par leur souffle. Oui, mais elles sont assez intelligentes pour comprendre qu'elles sont chassées. Et alors, elles cherchent à échapper aux baleiniers de passage. Et cette première année-là, ils ont tué plus de baleines que durant les 3 années qui ont suivi. L'emplacement de la station n'était vraiment pas adapté, donc. Ils devaient rapporter à terre l'animal. Donc perte de temps, perte d'énergie. Ils avaient imaginé des conditions comme en Géorgie du Sud. Sauf qu'il y avait moins de baleines. Et puis leur migration était beaucoup plus variable. Alors quand ils ont admis la réalité, l'entreprise avait accumulé beaucoup de déficits. Pour ma part, moi je les ai laissés le 3 juin 1909. Et je ne sais pas vraiment ce qu'il en est advenu. En fait, tous ces problèmes ont conduit l'entreprise à compléter le manque de baleines chassées à Kerguelen par la chasse aux éléphants de mer et l'ouverture d'un autre site de chasse en Afrique du Sud. Mais les obstacles s'accumulèrent. Épidémies, mutineries. Début 1914, l'activité n'avait pas généré les bénéfices attendus et les déficits accumulés obligèrent à modifier puis à vendre la flotte. Peu après, la Grande Guerre marqua un coup d'arrêt à tout espoir de reprise et les hostilités finies, le développement des navires-usines rendit obsolète cette station de Port Jeanne d'Arc, qui 10 ans plus tôt était pourtant la plus moderne de son temps. Le site fut abandonné et en 1931, l'aviso Antares y signala par une borne le rattachement de l'archipel à la France, qui ne s'y installa définitivement qu'en 1950. En jeu de souveraineté, les îles subantarctiques sont désormais une terre de science et une réserve naturelle. Le temps est révolu de l'exploitation des mammifères marins. Port Jeanne d'Arc reste le témoin de cette histoire, à conserver dans la mémoire des hommes
pour qu'ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs. C'est pourquoi, depuis 1993, la mission du patrimoine historique des TAAF s'attache à préserver ces vestiges. Certains sont sauvegardés, d'autres, menacés par une corrosion irréversible, sont enregistrés grâce à un travail de numérisation en 3 dimensions. Vous voyez ? Oui, nous verrons, mais dites-moi, votre station virtuelle, elle durera 100 ans ? Je ne sais pas, mais au moins, nous aurons le timbre qui a été édité lors de la mission. Alors ?